Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Déconspirateurs, l'émission générique. Qui est un complotiste ? Ouais, qui sont-ils On a des petites idées quand même. Le tout-puissant lobby qui nous écrase. C'est la fondation Rothschild. C'est quand même incroyable. J'en ai rien à battre. Qu'est-ce que ça veut dire le complotisme ? Arrêtez de me traiter de complotiste. C'est pas mon sujet, j'y connais rien. Donc la lune est creuse. Mais on est des complotistes, on assume. Nous sommes en train de vivre un génocide. Bill Gates, il veut diminuer la population mondiale. Cette pandémie est un fake complet. Ce n'est pas du complotisme extrême. Je passe un très bon moment là. Je suis l'aigle. Alors comme vous le savez, chaque semaine avec Rudy Reichstad et Tristan Mendès-France, nous nous plongeons dans la nébuleuse complotiste pour vous aider à y voir plus clair. Bonjour Rudy. Bonjour David. Bonjour Tristan. Bonjour à tous. Et pour cette dernière de la saison, nous avons la chance de recevoir Sophie Élyséon. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors vous êtes préfète et depuis le 8 mars 2021, vous êtes DILCRA, déléguée interministérielle pour la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Nous détaillerons votre rôle et de vos actions dans la deuxième partie de l'émission, mais évidemment, n'hésitez pas à réagir et à intervenir sur les différents sujets d'actualité que nous allons aborder cette semaine. Le premier sujet de la semaine, c'est la suite du décryptage du complot de Trump contre la démocratie américaine. La commission d'enquête a révélé cette semaine une implication toujours plus importante de Donald Trump dans cette affaire de complot contre la démocratie américaine et surtout d'assaut du Capitole le 6 janvier, d'insurrection le 6 janvier. Est-ce que tu dirais, Rudy, dans ce qu'on a vu de cette commission cette semaine, qu'on a franchi vraiment une étape dans la mise en lumière des coulisses de cet événement et puis dans la gravité profonde de cet événement? Je dirais qu'on en apprend encore et en même temps, tout ce qu'on apprend vient confirmer ce qu'on savait déjà. Et ce qu'on savait déjà assez tôt, c'est-à-dire en fait dès le mois de novembre 2020, c'est-à-dire que Donald Trump avait perdu l'élection. Non, ce qu'on apprend, c'est son comportement le jour du 6 janvier 2021, qui n'est pas le comportement d'un démocrate, sans jeu de mots, mais de quelqu'un attaché aux valeurs de la démocratie, puisqu'on sait qu'il a joué un rôle majeur, en fait, dans la manière dont les événements ont empiré et dans l'escalade de la violence, en tout cas, qui a conduit à plusieurs morts ce jour-là. Il y a eu le témoignage, évidemment, de cette conseillère du chef du CAB de Trump, Casey Hutchinson, qui a été un moment vraiment de sidération aux États-Unis, où elle révèle notamment au moins deux choses qui sont absolument incroyable. La première, c'est qu'évidemment, Trump voulait aller au Capitole. Il voulait. Après son speech, c'était sa volonté, c'était de suivre cette masse, cette foule et de monter au Capitole. Pour y faire quoi, ça, je ne sais pas. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est qui a été pas mal relevée par les journalistes qui ont suivi ce témoignage à la commission d'enquête du 6 janvier de Casey Hutchinson, c'est le fait que pendant qu'il faisait son speech, il l'a dit d'ailleurs, il l'avait dit avant, et il l'a dit d'ailleurs pendant son speech, il voulait qu'on laisse rentrer durant sa manifestation que lui organisait, il voulait laisser rentrer les gens en armes. Il avait dit laissez-les rentrer, tous les gens en armes, laissez-les rentrer. Donc il savait qu'il y avait des gens en armes. Et donc en plus il voulait aller au Capitole après, en sachant qu'il y avait des gens en armes. Bref. Bon. Et en sachant qu'ils n'avaient pas à les craindre puisqu'ils étaient de son côté. Ce qui vient quand même pulvériser l'argument par la suite selon lequel tout ça était une organisation des démocrates, des antifas, etc. et de l'extrême gauche. Alors pour ce qui nous concerne sur le complotisme, il y a eu dans les révélations de Casey Hutchinson, il y a un passage où elle explique qu'une fois qu'il a fini son speech, il va dans sa voiture blindée et là il en vient aux mains avec son service de sécurité et il cherche à attraper le volant tellement il est énervé et parce qu'il veut aller effectivement au Capitole. Et là il y a toute l'extrême droite américaine qui a commencé à faire buzzer un visuel d'une voiture blindée officielle et qui soi-disant montrerait, c'est pas la même voiture, en tout cas qui montrerait que en fait Trump n'aurait été pas en capacité de se pencher vers le volant parce qu'il y aurait peut-être une vitre entre lui, etc. Séparation. Bref, en tout cas ça a beaucoup circulé, notamment ça a été poussé par Jacques Posobiec que l'on connaît bien ici, c'est notamment l'un des grands promoteurs des Macron Leaks, c'est un des accélérateurs des Macron Leaks. Des figures de l'alt-right digitale américaine. Et bref, donc voilà, donc ça a été la petite effervescence. Son équivalent français, ce serait Damien Rieu, je trouve. Je trouve qu'ils ont une présence, une manière d'être sur les réseaux assez similaire. Ouais.
Alors, aux États-Unis, toujours, il y a eu aussi, vous le savez, hein, la remise en cause du droit à l'avortement avec le changement de jurisprudence de la Cour suprême autour de la décision Roe versus Wade. Et à cette occasion, on a vu réapparaître une figure très importante de la complosphère américaine, Q. Tristan. Oui. Q a effectivement commencé à republier du contenu sur un forum toxique qui était le forum classique sur lequel il s'exprimait. Et le dernier message qu'il avait publié, c'était en décembre 2020. Donc il y a eu un énorme vide, en tout cas dans la QAnon sphère internationale. Et il est réapparu donc le 24 juin, le jour de la remise en cause de cet arrêt de Roe versus Wade. Et clairement, s'il a décidé de republier ce jour-là, c'était pour profiter de la traction et de l'effervescence et du traumatisme autour de cette remise en cause et essayer de peut-être gagner en capital et en audience autour de ce moment-là. Alors, c'est quelque chose de notable, bien sûr. On a toujours l'hésitation, on ne sait toujours pas très bien qui est derrière, de fortes suspicions sur la famille Watkins, père et fils. Dont on a parlé avec Florian Cafiero ici donc, dans l'émission. Énorme faisceau d'indices, mais je n'irai pas au-delà pour rester, pour rester absolument sobre et carré sur le sujet. Donc on ne sait toujours pas qui c'est, mais il y a de fortes suspicions. Ce qui est intéressant, c'est que ce revival, ce retour de Q est vraisemblablement en train de faire un flop. C'est-à-dire que ça marche pas énormément. Les seuls qui s'excitent autour de ce retour de Q, c'est vraiment le dernier précaré. Notamment en France, on a les décodeurs et quelques autres figures un peu proches de la QAnon sphère qui s'excitent avec ces derniers messages d'ailleurs assez généraux qui n'ont pas d'intérêt spécifique. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que je crois que c'est un peu la fin. Et comment tu l'expliques ? C'est-à-dire, voilà. Je crois que ce vide qui a été créé par Q depuis décembre 2020, l'absence d'alimentation de ces petits messages qui à chaque fois irradiaient toute la complosphère mondiale ou la QAnon-sphère mondiale, eh bien, s'est traduit par une sorte d'éclatement des audiences et des communautés, avec l'apparition de figures, de petits gourous, de chefs de sectes qui se sont accaparés des bribes d'audience. Et on a par exemple des figures aussi improbables que la reine QAnon du Canada. Romana Didulo. Absolument. On a d'autres figures comme Michael Protzman, qui est le chef de cette toute petite communauté quasi sectaire à Dallas essentiellement, qui croit au retour des JFK, qui pense que JFK vont revenir des morts et que bref, ils dont on a beaucoup parlé aussi dans cette émission. Donc on voit que cette communauté QAnon a perdu, disons, de sa centralité, s'est éclatée en petites communautés complètement délirantes, et je pense que c'est relativement la fin, disons, de la magie QAnon. Ou la fin de la première époque. Parce que ça a quand même métastasé. Oui, alors... C'est-à-dire c'est-à-dire que tu parlais des décodeurs avec un Q, qui est ce site, en tout cas ce média complotiste, francophone, influent. Il y en a un autre qui est très influent, c'est Q-Actu, qui a été créé, alors, de mémoire, au cours de l'année 2020, qui a vraiment gagné en audience au cours de l'année 2021, et qui aujourd'hui se positionne sans doute dans le top 5 des sites complotistes francophones les plus influents. Un site qui ne contient pas de mention légale, qui est géré de manière anonyme, mais sur lequel l'association Open Facto, qui est spécialisée dans l'OSINT, c'est l'Open Source Intelligence, c'est les recherches en source ouverte, et avec des techniques d'OSINT, Open Facto, on a un petit peu travaillé avec eux sur ce dossier, sur un autre également il y a quelques mois, a réussi à identifier en fait qui était derrière ce site, qui habite au Creusot, et son empreinte numérique. Site, c'est son insertion dans l'écosystème de la complosphère française, tous les liens entrants, c'est les liens entrants, je crois. En tout cas, ils ont réussi à le placer un peu, de voir où est-ce qu'il est le plus partagé, sur quel type de réseaux sociaux. Donc ils ont fait un travail absolument spectaculaire sur un site qui a des millions de vues par mois. Je crois que c'est en moyenne... Autour de 3 millions, je crois. Oui, entre 2 et 3 millions. Donc c'est absolument... C'est un acteur central de la complosphère aujourd'hui. Et qui gagne de l'argent. Et qui monétise, évidemment, cette audience. Donc c'est quelqu'un qui gagne de l'argent avec des... Comment dire ? Des boniments.
C'est joliment dit. C'est joliment dit. Hein. Ouais. Des boniments complotistes, et pas seulement complotistes. On peut télécharger Mein Kampf sur QActu pour situer le genre de site dont on parle. Hein. C'est un site antisémite assez ouvertement. Oui, je pense que ce travail-là est peut-être je pense que les médias devraient s'intéresser à cette enquête spécifiquement et à QActu en particulier, parce que c'est vraiment un acteur central. Hein. On parle souvent d'égalité-réconciliation, qui évidemment, une tête de proue évidemment, mais en termes d'audience, ils sont vraiment pas loin, les deux. Ils sont comparables. Et en termes de relais dans toutes les communautés complotistes, du bien-être, en passant par les plus radicaux, les plus religieux, les plus exaltés, bref, QActu est quelque chose qui est régulièrement relayé. Ce sont des sites que vous avez dans votre radar, vous, à la DILCRA, Sophie Lison? Ce sont des sites que nous connaissons, et notamment grâce au travail que fait l'Observatoire du conspirationnisme, évidemment. Mais ce que je trouvais assez intéressant dans vos propos, j'étais il y a une semaine à un colloque sur la question du racisme et de l'antisémitisme. Évidemment, la question du complotisme et du conspirationnisme a été abordée, et l'intervenante qui est venue en parler a très bien décortiqué la manière dont finalement il y a un certain nombre d'idées qui sont recyclées sur des sites que je dirais fermés, et après réinjectés dans des sites plus classiques auxquels toutes et tous ont accès assez facilement. Et je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir dire cela au grand public de manière à ce que, en effet, il soit attentif à l'endroit où il va chercher des informations. Ouais. Et ça, c'est vraiment un travail essentiel, et vous avez raison. Les médias gagneraient à s'y intéresser davantage. Absolument. Bon, alors troisième sujet, la guerre en Ukraine. Hein, ça fait 4 mois déjà, et la propagande russe continue. D'abord avec les images du bombardement de Kremenchuk, le centre commercial qui a été bombardé par l'armée russe, qui a déclaré qu'il était fermé alors qu'en fait il était ouvert. Enfin, on va y revenir. Et puis, il y a eu aussi des autocollants anti-russes qui auraient été collés à Auschwitz, et là aussi ça a été démonté. Donc Rudy, qu'est-ce que ça t'inspire, cette propagande russe qui continue? Comment tu analyses cette façon dont la propagande russe diffuse en France? Non, mais en fait, on est dans la continuité de ce qu'on connaît déjà bien, c'est-à-dire bombardement, que ce soit en Syrie ou en Ukraine, et puis dénégation de la part, là, en l'occurrence, autorités russes. Alors, tu l'as dit, un centre commercial, c'est lundi dernier. Hein. Lundi dernier, lundi 27 juin, 20 morts civils, des dizaines de disparus. La Russie nous dit que c'était un entrepôt d'armement qui était visé, mais c'est faux. Le site Bellingcat, qui est l'une des grandes organisations et pionnières d'ailleurs dans le domaine de l'OSINT, dont je parlais à l'instant. Open Facto, c'est une sorte de déclinaison française, d'une certaine manière, de ce que fait Bellingcat depuis des années maintenant, une organisation britannique. Voilà, il n'y a rien de neuf sous le soleil, malheureusement. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette guerre de l'information où il s'agit de déréaliser ce qui s'est passé. À des fins de propagande. Oui, avec une stratégie dont on a souvent parlé ici, qui est la multiplication des argumentaires. Quand ils sont cornérisés sur un point ou un sujet, ils vont dire, écoutez, oui, le centre commercial, mais il n'y avait personne dedans, ou il n'était pas actif. Bref, ils vont à chaque fois essayer de déplacer ou de multiplier. Comme si on envoyait des leurres, quoi. Oui. Plein de leurres, comme ça, pour essayer de brouiller les choses. Juste là-dessus, ce qui est assez... ce que j'ai trouvé absolument fascinant, c'est le travail de Julia Davis, qui est éditorialiste au Daily Beast, qui est l'une des plus grandes spécialistes vraiment de la propagande russe, et qui, elle, regarde les télévisions russes. Et notamment les shows les plus populaires, et elle en traduit des extraits. Et sur ce passage, et là donc elle a pris un passage évidemment qui parlait de ce drame de Kremenchuk. Et on voit donc ce qui est servi, encore une fois, à l'opinion russe, à l'opinion publique russe, et c'est absolument délirant. Alors la première chose, c'est de dire, les personnes qui s'expriment sur ce plateau, ils sont plusieurs, le premier commence à dire « Ah, voilà, on a un nouveau Boutcha ». L'idée, c'est qu'on a une nouvelle manipulation sous-entendu, Boutcha était déjà une manipulation occidentale. Et ils vont nous refaire le coup d'un Boutcha. Donc ça parle tout de suite, le plateau comprend, applaudit d'une certaine manière. Et puis ça va beaucoup plus loin, parce qu'ils cherchent à
à expliquer pourquoi est-ce que les Occidentaux auraient fait cette provocation à ce moment-là. Et là, on a des arguments totalement délirants. Et là, je vous cite simplement ce qui était durant l'émission. Un des intervenants explique que cette provocation avait été mise sur pied quelques jours avant la visite du réalisateur américain Sean Penn en Ukraine. Donc, Sean Penn devait arriver. Sean Penn, pardon, oui. Il devait arriver en Ukraine, et donc pour, disons, lui installer le théâtre, voilà, il fallait qu'il y ait un attentat avant et qu'on puisse accuser les Russes, etc. Et la deuxième chose, c'est que c'était quelques jours aussi avant une réunion de l'OTAN, et donc il explique que tout ça est évidemment cousé de fil blanc, c'était forcément prévu, organisé, une vraie manipulation, et tout ça, c'est ce qui est servi encore une fois à l'opinion publique russe, quoi. Et est-ce que dans les autres épisodes dont on avait parlé, tu avais noté aussi une traction importante sur Internet, et notamment des comptes officiels des ambassades qui relayaient cette propagande russe? Est-ce que tu as pu observer les mêmes genres de choses sur cet événement de Kremenchuk? Oui, absolument. Ouais, tout à fait, absolument. Ouais. Toute la machinerie de propagande à l'international reprend pour partie les éléments de langage qui sont véhiculés par le Kremlin. Et j'ajoute que des personnalités de la complosphère, bien connues, je ne vais pas les citer là de nouveau, mais qui s'étaient illustrées au moment de Boutcha pour dire c'est une mise en scène, on les a retrouvées sur Kremenchuk pour dire c'est une mise en scène. C'est toujours, la complosphère française est vraiment le relais mécanique de... Française ou francophone, parce qu'il y a un belge dans l'histoire notamment. En tout cas, faut pas oublier nos amis belges. Des relais fidèles et d'ailleurs extraordinairement utiles pour la propagande russe, parce qu'ils vont se faire le relais d'une audience que la Russie a un peu perdue en Europe, en ayant perdu RT et Sputnik. Et alors sur les autocollants... Alors les autocollants, raconte-nous apparaît sur Telegram le 23 juin dernier des photos prises manifestement dans le musée, le camp musée d'Auschwitz, donc en Pologne, dans la région de Cracovie, avec ces mentions le seul gaz que vous méritez, vous les Russes, est le Zyklon B. Ces images, elles ont été expertisées. Il s'agit de montage. En gros, c'est du Photoshop. Donc, ce ne sont pas des vraies photographies, dans le sens où ces autocollants-là, ces stickers, n'existent pas. Et d'ailleurs, il y a eu un démenti qui a été publié sur Twitter par le musée d'Auschwitz, le mémorial d'Auschwitz, le même jour, le 23 juin, pour dire que c'était faux, qu'il n'y avait aucun sticker de ce type-là qui avait été collé. Mais l'idée qu'on essaye d'introduire, c'est qu'il y a une russophobie délirante, criminelle, mortifère, qui s'exprimerait en gros en Occident, en Pologne, etc., à l'endroit des Russes, puisqu'on leur promettrait ce sort-là. Donc voilà, ça fait aussi partie d'une sorte de communication victimaire de la part des réseaux pro-russes, qui est quelque chose, pas de tout à fait nouveau. On parle de russophobie depuis des années, et la russophobie, elle existe par ailleurs aussi. Je pense notamment au début de l'invasion de l'Ukraine. Sur les restaurants qui servaient de la poutine. Et qui, oui, c'est ça, avec ça, évidemment, ça mérite d'être condamné de la manière la plus ferme qui soit, quoi. Mais oui, mais aujourd'hui, c'est un argument. Mais c'est devenu aussi un argument. Voilà. Oui, dans la guerre de l'information, la russophobie est devenue un argument, oui. Oui, puis je voudrais ajouter quand même qu'on n'est pas allé chercher n'importe quel sujet pour alimenter cette idée d'une russophobie exacerbée à travers le monde. On est allé sur le terrain, encore une fois, de l'antisémitisme. Et de la Shoah, et de convoquer cette histoire-là. Exactement. Et donc ça, c'est aussi, mais vous le savez bien mieux que moi, c'est aussi effectivement un des éléments communs à tous les complotistes et conspirationnistes. Et qu'à un moment donné, quoi qu'il arrive, les thématiques qui finalement visent soit à nier, soit à minimiser la Shoah arrivent. C'est la même démarche que de coller une étoile jaune avec écrit non vacciné. On est dans cette instrumentalisation-là. Et c'est important que le mémorial condamne, se démente et ainsi de suite. C'est important, ça aide aussi dans la compréhension des choses pour vous? Évidemment. Ils sont sur site, donc déjà, ils sont dans le vrai. Je veux dire, personne ne peut contester ce qu'ils constatent avec leurs propres yeux, mais qu'également ils se positionnent clairement pour rappeler ce qu'a été la Shoah et le fait qu'elle n'est comparable à rien d'autre en réalité.
je pense que c'est évidemment un élément important. Oui, ils se sont effectivement prononcés de façon assez virulente. Ils ont d'ailleurs réagi sur Twitter par rapport au relais d'un compte officiel certifié russe. Ça avait circulé effectivement sur Telegram, mais ça a été relayé par le compte officiel de la délégation russe sur le contrôle des armements à Vienne, qui était le compte auquel le compte Twitter du mémorial a décidé de répondre. Donc c'est monté assez loin, cette idée cette propagande russe de désinformation claire dans ce cas-là a été véhiculée par des comptes officiels, des comptes officiels russes, pas uniquement disons une sorte de complosphère ou disons de militants pro-russes sur Telegram, je ne sais où. C'est un compte institutionnel, presque diplomatique. Oui, c'est un compte qui relève, je crois, d'un peu d'ailleurs diplomatique, qui a relayé ça, clairement. Et cette russophobie, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu monter en puissance, cet argumentaire. Cet argument de la russophobie pour critiquer, en fait, pour essayer d'annihiler toute critique de la Russie. Donc en gros, critiquer Poutine, c'est être russophobe. Donc on bloque la conversation à ce niveau-là. Donc je ne sais pas si ça a une forte traction, si ça marche. En tout cas, ça a eu un énorme backlash sur cette séquence-là. Le compte Twitter, d'ailleurs, de russe s'est excusé auprès du mémorial, mais pas pour avoir relayé de fausses images, mais pour avoir mal orthographié Auschwitz dans le tweet. Donc il y a une sorte de mea culpa en disant oui, excusez-nous, mais voilà, on a mal orthographié Auschwitz. Bon, bref, on en est là. On sent bien que c'est franchement... ils sont aux abois en termes de communication. Si on en est réduit à faire des montages grossiers, qui en plus sont identifiables comme tels, c'est que franchement, ils se raccrochent à ce qu'ils peuvent. La question se posera du jour où on aura des techniques qui rendront ce type de montage indétectable. Oui, absolument. Quatrième sujet cette semaine, c'est une fresque, une très grande fresque qui a été dessinée sur le mur d'un parking à Avignon, sur laquelle une marionnette, un marionnettiste qui était personnifié par Jacques Attali, tient dans ses mains un pantin qui était Emmanuel Macron. Cette fresque est restée quelques jours sur le mur en attendant que des réactions arrivent, que le préfet finalement décide de demander qu'elle soit recouverte et que Jacques Attali finalement décide avec la LICRA à ses côtés comme partie civile de porter plainte. Alors première question que j'avais envie de te poser, Rudy, c'est cette imagerie du pantin qui est dans les mains d'un marionnettiste de l'ombre, pourquoi elle est antisémite ? Elle est antisémite parce qu'elle est indissociable de l'iconographie antisémite depuis qu'est l'antisémitisme. La première image de ce type, ça a été relevé par l'historien Joël Kotek, elle date de 1845. Et ce sont les Rothschild qui tirent les ficelles des puissants de ce monde, les rois, les empereurs, etc. 1845, il y a quand même plus de 150 ans. Et on est dans le premier antisémitisme, quelque part, au sens moderne du terme. Le mot n'existait même pas en 1845. Et ça a été abondamment utilisé, mais des dizaines et des dizaines de fois. Et c'est bien ça qu'il faut avoir à l'esprit. Puis c'est bien l'un des grands thèmes d'accusation anti-juive, c'est celui-là, c'est celui de manipuler dans l'ombre la politique, la finance, le spectacle, les médias, etc. Donc là, on a en plus la figure de Jacques Attali qui est une figure de détestation qui est connue, comme celle de Soros, comme celle des Rothschild également. C'est pas la première fois qu'elle est utilisée. Elle a été utilisée, cette figure de Jacques Attali, dans notamment un photomontage émanant d'Égalité et Réconciliation, le site d'Alain Soral, en février 2017, qui avait été partagé, on s'en souvient, par... Gérard Filoche, qui l'avait retiré, qui, après qu'on lui expliquait, avait dit oui, effectivement, c'est une image antisémite. Tout ça était allé d'ailleurs devant la justice. La justice a considéré qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour estimer que ce photomontage-là constitue une provocation à la haine suffisante. Pour beaucoup d'experts, c'était quand même assez suffisant et assez explicite. Bref, ce qui est intéressant, c'est que quand même il y a eu un moment de flottement sur cette fresque. Elle est restée 2 semaines, et puis d'un coup, elle arrive sur les réseaux sociaux, on la repère, et ce que disent au départ les autorités d'Avignon, c'est qu'elle est sujet à interprétation. Et donc, on ne sait pas si on va la retirer. Finalement, très vite, la décision est prise. Je
parle sous votre contrôle, mais je crois que le préfet c'est le préfet qui a assez demandé, diligente pour la faire effacer dès le lendemain. C'est une fresque qui est accompagnée d'un mot quand même, la bête. La bête avec un B majuscule. La bête quand même, dans la Bible, c'est le diable, hein. C'est Satan, hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc il y a une dimension de diabolisation évidente. Elle est dessinée à proximité d'un parking qui est situé avenue de la Synagogue. Et puis il y a quand même un dernier élément, c'est que son auteur, Lecto, il a un compte Instagram. Il fait des fresques régulièrement à la gloire de Francis Lalanne, de Didier Raoult et d'autres. Frisk Corleone aussi. Et notamment de Frisk Corleone. Mais pas à n'importe quel moment. Frisk Corleone, c'est un rappeur qui s'est illustré notamment par des morceaux dénoncés pour leur antisémitisme au mois de... Alors, je ne sais plus si c'est septembre ou décembre 2020. En tout cas, on est fin 2020. Fin 2020, c'est sûr. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que justement la LICRA à l'époque décide de porter ça en justice. Il y a beaucoup de presse là-dessus. Et dans les 10 jours après, Lecto publie sur son compte Instagram une fresque, en tout cas la photographie d'une fresque à la gloire de Frisk Corleone. Donc il me semble qu'on a là un faisceau d'indices qui peuvent nous inciter à penser que cette fresque n'est pas totalement innocente et pas totalement dénuée d'arrière-pensée. Donc la justice tranchera, dira ce qu'il faut en penser. Mais voilà. Et puis dernière chose quand même, il y a eu des développements récents à cette histoire-là, l'effacement de cette fresque, c'est notamment la figure de Christophe Chalençon, gilet jaune, qui s'était déjà illustré par des propos antisémites, antimaçonniques. Dont nous avions été les premiers en 2018 en novembre 2018, parler. On parlait déjà de Chalençon, et qui là maintenant menace très ouvertement de mort Jacques Attali dans une vidéo récente. Et on sait que, lié à Chalençon, au sein d'un micro-mouvement qui s'appelle le Conseil national de la libération, CNL, qu'il anime à peu près tout seul, avec une dame qui s'appelle Anne Guichard, et on sait qu'Anne Guichard est liée à Lecto, au graphiste. Donc voilà, on est quand même... Il y a un faisceau d'indices, on dirait. Oui, et le monde est petit. On sent qu'il y a quelque chose, voilà. Donc moi j'aurais une question peut-être, Sophie Liséon, pour vous, c'est comment expliquer, parce que c'est quelque chose qui revient très souvent quand on intervient publiquement sur ces questions-là, comment expliquer la spécificité de l'antisémitisme? Pourquoi dans votre délégation vous avez le mot antisémitisme et le mot racisme? Pourquoi il convient de les distinguer? Pourquoi on est quand même dans le même champ, celui de la haine? Enfin voilà, c'est quoi la différence en fait entre antisémitisme et racisme? Non, je sais pas, c'est peut-être une question tarte à la crème. Non, pas du tout, c'est une question qu'on nous pose, figurez-vous, assez régulièrement finalement. J'ai envie, et j'allais ajouter malheureusement, parce que ça démontre qu'il y a un travail historique, hein, puisque c'est bien autour de l'histoire que, pas seulement, mais aussi autour de l'histoire que la différence se fonde, qu'il y a un travail historique et de connaissance qui mérite d'être poursuivi. Ça passe évidemment par les établissements scolaires, mais pas seulement, ça passe aussi par des émissions comme celle-ci. La différence, donc je l'ai dit, elle est d'abord historique parce que, et vous l'avez évoqué à l'instant, l'antisémitisme prend ses racines très loin dans l'Antiquité, en réalité, et il a cette particularité d'évoluer avec son temps, ce qui est assez malheureux, et de se saisir donc opportunément de nouvelles manières d'expression au fil des années. Ça, c'est un premier élément. Et puis un deuxième élément qui me paraît aussi assez intéressant, et je crois que c'est Delphine Réveilleur qui l'a dit, finalement, l'antisémitisme, c'est haïr l'autre pour ce qu'il a de plus de pouvoir, plus d'argent, plus de culture, etc. Alors que le racisme, finalement, c'est d'une certaine manière haïr l'autre pour ce qu'il a de moins que moi. Il est moins cultivé que moi, sa religion est moins valable que la mienne, sa couleur de peau est moins belle que la mienne, etc. Et donc on voit bien que même si le ressort elle-même, c'est la haine de l'autre, quoi qu'il arrive, on n'est pas évidemment sur les mêmes postures vis-à-vis de l'autre, et donc pas sur les mêmes manifestations, et pas non plus finalement sur les mêmes manifestations et les mêmes actes derrière. Et puis, dernière chose, le racisme, comme son nom l'indique, s'intéresse finalement
l'appartenance vraie ou supposée à une prétendue race, puisque tout le monde est d'accord ici pour dire que les races n'existent pas, il n'y a qu'une race, c'est la race humaine, et donc qui sont potentiellement visibles par la couleur de peau, alors que sur l'antisémitisme, on est sur bien d'autres choses, on est sur une culture finalement qui vient attaquer, y compris d'ailleurs avec des menaces ou des agressions antisémites, des personnes qui ne sont pas nécessairement juives. Donc on voit bien qu'on est sur quand même d'autres manières de se manifester. Donc c'est pourquoi il est vraiment important d'être en capacité de faire la différence dans les formations que nous conduisons, par exemple, pour permettre ensuite à celles et ceux qui en seraient victimes ou qui en seraient témoins de saisir ces faisceaux d'indices qu'on évoquait à l'instant et d'éclairer, par exemple, les élus quand ils sont confrontés à des fresques comme celle-ci et qu'ils sont en capacité de dire non, là, on n'est pas dans quelque chose sujet à interprétation. Et on voit bien qu'il aura fallu un peu de temps, il a fallu un peu de pédagogie, peut-être aussi un peu d'indignation et de buzz et de bruit. Les gens ont commencé à réaliser pour que, effectivement, certains élus réalisent qu'il y avait peut-être quelque chose. Mais ce qui est assez, disons, je veux dire, il faut effectivement avoir les codes pour pouvoir décrypter. Et cette fresque, évidemment, si on n'a pas le contexte, si on n'a pas l'histoire, on peut la lire, on pourrait la prendre de façon très littérale. Très candide. En disant, Attali a du pouvoir sur Macron. Et ça, c'est, disons, la version à minima, qui n'est évidemment pas celle qu'il faut retenir. Mais si on n'a pas les codes, c'est ce qu'on pourrait peut-être lire de façon très littérale, quoi. Oui, sauf à considérer ce que vient de dire Rudy à l'instant. C'est-à-dire que c'est vraiment, là, pour le coup, une image très ancienne, cette image de la marionnette manipulée par quelqu'un d'autre dans l'ombre, et le quelqu'un d'autre, forcément, c'est un juif. Enfin, ça n'est pas une image d'aujourd'hui ou d'avant-hier. C'est vraiment une image extrêmement ancienne qu'on voit dans les livres d'histoire. Moi, j'ai une mémoire un peu photographique, et je me souviens que dans mes livres d'histoire, quand j'étais collégienne, lycéenne, on avait ce type d'image. Et alors justement, comment vous expliquez que la municipalité, dans un premier temps, ne réagisse pas et n'ait pas visiblement cette culture historique pour réagir d'emblée? Et puis surtout, finalement, quelles sont les actions qu'il faut mener à l'école ou même auprès des magistrats, des policiers, ainsi de suite, pour que ça soit immédiat, en fait, et qu'on n'ait plus besoin de s'indigner et de débattre pendant 10 jours ou 15 jours pour savoir si oui ou non cette fresque est antisémite. Alors, ce que je salue, en tout cas, c'est l'intervention de mon collègue bien sûr, qui, lui, n'a pas tardé à réagir. Non, mais je le fais parce qu'en fait, dans les départements, les préfets président, avec les procureurs de la République, les comités opérationnels de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT+. Donc, il était tout à fait dans son rôle. Bien sûr plus largement, mais également parce qu'il est le référent de la délégation sur le territoire et dans son département. Donc c'est important qu'il ait pu agir, et vraiment je le remercie encore pour sa grande réactivité. Ensuite, effectivement, c'est ce qu'il faudrait faire, c'est ce que nous faisons, mais peut-être en le massifiant, en nous attachant sans doute à d'autres sphères, c'est simplement de la formation et de l'éducation. Formation pour les policiers, policières, gendarmes, magistrats que nous conduisons déjà, et je le dis d'ailleurs, puisque sur les sujets de racisme et d'antisémitisme, mais aussi sur les sujets de haine anti-LGBT+, nous intervenons désormais dans toutes les écoles de police et de gendarmerie de France. Il y en a un certain nombre, et bien sûr nous partons du commencement, c'est-à-dire de quoi parle-t-on quand on parle de racisme, de quoi parle-t-on quand on parle d'antisémitisme. Et pour l'antisémitisme, nous nous fondons sur la définition de l'IHRA, qui est aujourd'hui la définition endossée par la France, par la voix du président de la République en 2019. Donc ça, c'est une première étape. Ensuite, il faut, en tout cas pour les policières, policiers, gendarmes, magistrats, être en capacité aussi de les outiller, parce qu'évidemment, au moment, par exemple, d'un dépôt de plainte, il y a un nombre de natures d'infractions assez important qui permettent, les faisceaux d'indices que vous évoquiez tout à l'heure, qui permettent effectivement de qualifier l'infraction. Et donc c'est comment nous sommes en capacité, nous, d'outiller
les forces de sécurité intérieure pour qu'elles repèrent rapidement, et dans le contexte que vous avez évoqué, et dans l'image, mais également dans la liste des codes de nature d'infraction, quel code mobiliser. Ça c'est un élément assez important. Et puis, les interventions, évidemment, auprès des plus jeunes, pour faire en sorte qu'à terme, finalement, ce genre de fresque soit très vite repéré et invisibilisé. Idéalement, que ce genre de fresque n'existe plus, mais ça prendra un tout petit peu plus de temps. Peut-être juste une dernière chose quand même qui me paraît important de dire, c'est qu'au titre du fameux article 40 du Code de procédure pénale, je voudrais rappeler qu'effectivement, toute autorité constituée, le maire est une autorité constituée, toute autorité constituée, tout officier ou fonctionnaire est tenu, s'il est témoin ou s'il a connaissance d'un crime ou d'un délit, de les porter à connaissance du procureur de la République. Donc, ce sont des choses que nous faisons, nous, à la délégation, évidemment, mais tout fonctionnaire et toute autorité constituée sont en capacité de le faire, sont en devoir de le faire. Donc ça, c'est vraiment aussi un élément qui me paraît important. J'ai l'habitude de dire que les fraternelles, finalement, sont plus nombreuses et nombreux que les haineuses et les haineux, donc charge à nous aussi de jouer notre rôle. Et justement, pour bien comprendre le rôle de la DILCRA et peut-être aller doucement, tranquillement vers la deuxième partie de l'émission sur vos actions, qu'est-ce que vous auriez pu faire sur cette fresque-là en tant que délégué interministériel ? Typiquement, mon premier réflexe, c'était l'article 40. D'abord de contacter mon collègue le préfet du Vaucluse qui m'a dit c'est réglé, regarde, j'ai géré. Donc voilà. Le premier réflexe, c'est celui-là, parce que c'est lui qui est en contact direct avec la collectivité. Et la première des choses à faire, évidemment, c'est d'invisibiliser cette fresque. La deuxième étape, mais il était fondé, le préfet est fondé à le faire aussi, c'est effectivement de saisir le juge ou d'accompagner la collectivité qui pourrait le faire, ou les autres protagonistes dans cette saisine du juge. Mais la première étape, le premier réflexe que j'ai eu, c'était contacter le préfet du Vaucluse. D'accord. Alors, il y a 50 ans, quasiment jour pour jour, étaient adoptées les lois contre le racisme. Elles modifiaient 6 articles de loi de la liberté de la presse de 1881 et en ajoutaient 2 dans le code pénal afin de justement de pouvoir donner des peines contre le racisme. Pourquoi et en quoi ces lois antiracistes sont nécessaires selon vous, Sophie Élyséon ? Alors pourquoi les lois sont importantes au sens large ? Parce que nous sommes dans un état de droit et que la loi finalement c'est l'outil que nous nous donnons collectivement pour être en capacité de faire société, de vivre ensemble. De vivre et d'agir ensemble. Et donc là, effectivement, ces lois étaient importantes, donc qui créent effectivement de nouveaux délits, injures, diffamation à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine, appartenance ou s'opposer, enfin je ne fais pas la liste, et elles étaient importantes parce que, effectivement, elles sont en capacité aujourd'hui de rappeler que chacune et chacun, en tant qu'être humain, nous avons une dignité. Et dès lors que cette dignité est attaquée, il appartient à l'État, au juge, au peuple français, la justice est rendue au nom du peuple français, d'empêcher l'atteinte à la dignité humaine et potentiellement de réparer les conséquences de cette atteinte. Donc c'était un élément important parce que c'est une loi qui permet effectivement de garantir que nous puissions vivre et agir ensemble et de garantir les valeurs universelles de droits humains et de dignité humaine. Et c'est quand même un moment peut-être de divergence culturelle avec les États-Unis. Est-ce que c'est à ce moment-là, d'après vous, que nos chemins ont commencé un peu à se séparer, ou c'était déjà profondément ancré déjà aux États-Unis, ou en tout cas sur cette philosophie de dire voilà, un propos raciste et antisémite, c'est pas juste c'est pas juste une opinion. Voilà. Je crois que la différence d'interprétation de ce qu'est la liberté d'expression, elle est
plus ancienne entre les États-Unis et la France. Je pense que c'est aussi lié effectivement à la manière dont les États-Unis se sont construits. Il y avait une forte volonté de toutes celles et tous ceux qui sont allés s'installer là-bas, précisément, d'être enfin libres. En France, je crois que cet engagement dans l'universalisme des droits humains, on peut le faire remonter au lendemain de la Révolution française, quand effectivement la déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été rédigée, où, alors certes c'était une certaine conception de l'homme, mais on va se dire que malgré tout, cette déclaration a pu évoluer avec le temps pour intégrer de nouveaux êtres humains, mais la volonté, elle était déjà là, de dire que le peuple, certes, était un, mais dans sa diversité, et que cette déclaration était là pour garantir finalement que cette diversité n'engendre pas ou de droits particuliers pour certains, supplémentaires aux autres, ou au contraire la privation de droits pour d'autres. Je pense que c'est quelque chose que nous avons hérité de la Révolution française. Mais alors justement, il y a deux grands types d'objections qui sont faites à ces lois antiracistes. Et d'ailleurs, en général, de l'extrême droite, on a encore eu à la présidentielle 2 candidats d'extrême droite qui sont pour l'abrogation de ces lois. Loi Pleven, loi Guesso. C'est d'une part que ça créerait un délit d'opinion. On a bien le droit de croire et d'exprimer ce type de choses. Et deuxième chose, que ça viendrait en réalité aggraver les problèmes qu'elles sont censées résoudre, ces lois. C'est-à-dire que ça donnerait justement prise à l'idée que c'est bien que s'il y a des lois contre l'antisémitisme, c'est bien que les juifs contrôlent le gouvernement ou la République, etc. S'il y a des lois contre le négationnisme, c'est bien qu'il y a quelque chose à cacher par rapport à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on répond à ça ? Parce que ce libertarianisme-là, il est très présent sur les plateformes, notamment sur les plateformes jeunes. C'est complètement banalisé sur un forum 12.25, par exemple, l'idée que ces lois-là sont des lois liberticides, qu'elles ne préservent pas la liberté des gens de ne pas se faire diffamer en raison de leur origine, justement, mais qu'elles viennent tuer les débats, etc. Qu'est-ce qu'on répond à ça ? Je sais que c'est pas facile. Alors peut-être une réponse un peu triviale, mais presque aussi triviale finalement que le raisonnement en question. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Mais pour être peut-être plus sérieuse, 2 choses. La première, c'est qu'effectivement, je l'ai dit, l'héritage de la Révolution française, c'est la dignité des êtres humains, la dignité de tous les êtres humains, quels que soient, et c'est clair, leurs origines, leur appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race, leur religion, etc. Ça, c'est la première chose. Et donc la loi est bien là pour garantir que cette dignité est préservée. C'est ce que fait la loi Pleven, et c'est ce que fait aussi la loi Guesso, même si la loi Guesso revient en plus sur l'affirmation d'un fait historique qui ne peut pas être réfuté. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous ne vivons pas une somme d'individualité. Nous sommes un collectif, nous faisons société, nous vivons et agissons ensemble. Donc, ma liberté individuelle, certes, est précieuse, et l'état de droit est là aussi pour la préserver, mais ma liberté individuelle ne peut pas venir heurter la liberté collective, les droits collectifs qui sont les nôtres pour faire société. Sinon, chacun vit dans son coin, on ne vit plus du tout dans le même monde. Et donc, ces lois ne sont pas liberticides, en le sens où elles préservent effectivement la liberté et les droits collectifs qui sont les nôtres et qui nous ont permis de nous développer jusqu'à aujourd'hui, qui ont permis un nombre d'avancées assez considérables, par exemple sur l'égalité entre les femmes et les hommes, aujourd'hui sur la lutte contre les discriminations à l'égard des personnes LGBT+, mais aussi à l'égard des personnes en situation de handicap. Enfin, voilà, toutes ces lois-là, elles sont effectivement faites pour, encore une fois, garantir des droits et des libertés collectives qui, à mon sens, parce que nous vivons en société, et c'est un choix qu'on a fait depuis longtemps, ne peuvent pas être heurtées et sont, d'une certaine manière, supérieures à l'addition des libertés individuelles.
Oui, il y a aussi le fait de faire cette idée qu'on briderait le discours, que ces lois-là seraient en fait anti... Oui, bref, on cherche à censurer les gens, à censurer l'expression, la libre expression des paroles. Il faut voir en fait que ces discours de haine ont des conséquences. Bien sûr. Concrètement. Bien sûr. Et on le voit avec l'empreinte et disons l'accélération d'ailleurs de leur visibilité à travers l'écosystème des réseaux sociaux, tout bêtement, qui n'existait pas il y a 20-30 ans. Hein. On pouvait être assis dans son coin, entre amis, à table, ou avoir vieux temps. Au bistrot. Bon, les conséquences étaient, elles étaient ce qu'elles étaient. C'est une sorte d'audience organique assez limitée dans l'ensemble. Là, aujourd'hui, évidemment, on est sur un marché dérégulé, mondialisé de l'information, où, effectivement, tous ces propos ont une résonance autre. J'ai envie de dire. Et que ces lois, même si en 72 Internet n'existait pas, j'ai envie de dire, on en a encore plus besoin aujourd'hui d'une responsabilisation de ce type de propos, de ces discours de haine, pour parler de façon assez générale. Encore une fois, je crois qu'on est dans un moment de l'histoire déjà assez particulier, avec des tensions internationales absolument faramineuses, des questionnements sur disons, des démocraties qui sont un peu fragilisées sur leurs fondements, et c'est j'ai envie de dire, c'est durant ces moments de crise que justement ces discours deviennent beaucoup plus dangereux, parce qu'on passe de la parole, et combien d'exemples avons-nous de gens qui ont été exposés à ce type, habitués, acclimatés à ces discours de haine, qui à un moment donné basculent, cherchent Rémi Daillé, je ne sais pas, à renverser le gouvernement, à Christophe Chalençon, ou à avoir des projets d'attentats. Et tout ça, ça se nourrit avec cette atmosphère. Oui, ça a des effets sur la société, ça a des effets sur, effectivement, celles et ceux qui baignent dans ces discours-là, ça a des effets sur les victimes qu'il ne faut pas oublier. Ça pousse, dans entre guillemets, le meilleur des cas, au repli sur soi. Mais dans le pire des cas, au suicide potentiellement. Ce sont aussi ces éléments-là qu'il faut garder à l'esprit, évidemment. Et je pense qu'il y a aussi un problème de moyens face tout simplement à la masse et au volume de ces propos, de ces discours de haine qui diffusent en ligne, qui mécaniquement ne peuvent pas tous être judiciarisés. Mais voilà, Non, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a énormément de propos, d'actes, et très peu de poursuites. C'est-à-dire qu'il y a une idée reçue qui est qu'on empêcherait les gens de parler. Mais en réalité, entre ce qui se manifeste, notamment en ligne, et la réalité des poursuites, et même la réalité des condamnations, et encore moins, c'est sans commune mesure. Enfin, on est bien d'accord, c'est sans commune mesure, mais c'est aussi pour ça, finalement, que il me semble, encore une fois, que les usagers que nous sommes des réseaux sociaux et des plateformes collectives ont aussi leur rôle à jouer. À la fois pour se préserver eux-mêmes, mais pour préserver leur espace commun de débat, commun, sain, fraternel, parce que alors ça peut prêter sans doute à sourire chez certains, mais je rappelle que la fraternité est une des valeurs de la République, et que s'y opposer d'une certaine manière, c'est être anti-républicain. Mais alors justement, par rapport à ces lois Pleven et Guesso qui sont liées finalement à la loi de 1881 sur la liberté d'expression, est-ce que finalement c'est pas le problème aujourd'hui, c'est pas la loi de 1881 ? Est-ce que c'est pas une loi obsolète par rapport à la plateformisation du monde, à l'explosion de la haine sur les réseaux sociaux et ainsi de suite, parce que finalement c'est ce qu'a essayé de raconter dans la condition de l'honneur aussi. Ce débat sur est-ce qu'il ne faut pas sortir ces délits-là de la loi de 81, est-ce qu'il ne faut pas contraventionnaliser ces délits-là pour automatiser davantage peut-être les sanctions, enfin voilà. Alors évidemment, je vous laisse libre de vos propos, et c'est pas à moi évidemment de dire ce qui doit advenir de la loi de 1881. On peut imaginer, compte tenu de la date que nous venons d'évoquer, qu'elle mériterait sans doute d'être actualisée. Ce que j'entends aussi, c'est que finalement, il ne faudrait quand même pas banaliser ce type de propos. On perdrait en solennité. Il ne faudrait quand même pas banaliser ce type de propos, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il fragilise
la société dans laquelle nous vivons, il fragilise la République, d'une certaine manière. Donc voilà, je mets en garde sur cet aspect-là. Et puis quand même, ajouter que à la faveur de la loi du 24 août 2021, il y a un certain nombre de possibilités, effectivement, de comparution immédiate rendues possibles par cette loi qui laissons-lui le temps aussi de faire, de s'appliquer et de faire la démonstration de son efficacité. Donc ça sera un premier élément. Et puis un deuxième élément, c'est la création de l'Arcom, avec là aussi une autorité qui a la possibilité désormais d'intervenir auprès des plateformes. Donc laissons peut-être aussi le temps à ces nouvelles dispositions de faire leur preuve. L'Arcom qui a remplacé le CSA et Adopi en janvier 2022. Par rapport au complotisme et aux matières que nous étudions, nous, ici, Conspiracy Watch, à quel moment il est apparu dans les radars de la DILCRA cette question-là, comme étant aussi l'une des matrices, finalement, de la haine aujourd'hui en ligne ? Je pense que, d'ailleurs, là, pour le coup, il vaudrait mieux inviter mon prédécesseur, parce que ça remonte, je pense, avant mon arrivée, bien évidemment. On l'a invité. Vous pourrez sans doute en dire quelques mots aussi, mais... Nous, on le voit bien, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que il est désormais évident que ce qui se passe de manière, entre guillemets, virtuelle sur les réseaux sociaux ou sur le monde numérique au sens large, demain a des conséquences dans la rue. Plus personne ne peut le nier. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle la DILCRA est engagée dans le combat contre le développement de la haine en ligne, parce que de toute façon, cette haine en ligne, elle a des répercussions aujourd'hui dans la rue et sur des individus. J'ai parlé du bistrot tout à l'heure, et c'était pas du tout péjoratif dans ma bouche, parce que de temps à autre, le bistrotier jouait son rôle et renvoyait tout le monde à la maison, ce que ne font pas les réseaux sociaux et les plateformes. Le bistrot Facebook ne fait pas ça. Voilà. Ça, c'est un premier élément. Et puis, finalement, aujourd'hui, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que ce qui se passe sur le bistrot Facebook, c'est le bistrot géant partagé avec le monde entier. Donc évidemment qu'à un moment donné, il y a vraiment nécessité pour la délégation de s'intéresser à ce qui s'y passe. J'ai une collaboratrice qui est dédiée à ce sujet-là au sein de la délégation, ce qui nous permet effectivement de faire des signalements ou en partenariat avec Pharos, puisque nous avons un accès privilégié, de signaler là aussi, non pas au procureur, mais à Pharos, un certain nombre de contenus pour des interventions efficaces et le plus rapide possible. Parce que, et c'est là l'autre particularité de ces espaces, c'est que 3 secondes suffisent pour que les posts soient diffusés très très largement. Quels sont les outils justement de lutte contre la haine en ligne qui manquent aujourd'hui et dont vous aimeriez, ou en tout cas, disposer aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait rendre cette lutte plus efficace et plus rapide aujourd'hui? D'abord que toutes celles et tous ceux qui sont contre le développement de la haine s'installent comme veilleurs d'une certaine manière et soient en capacité d'apporter une part dans la régulation. Ça, je pense que c'est vraiment un élément très important. Par le signalement. Par le signalement, exactement. Ça, c'est vraiment, je pense, un premier élément. Un deuxième élément quand même, mais là, voilà, le travail de l'Arcom nous dira si ça fonctionne ou pas. C'est la responsabilisation, évidemment, des plateformes et des serveurs qui laissent passer ces propos haineux. Et puis, évidemment, sur un temps plus long, l'éducation, la formation des plus jeunes pour que demain, les adultes qui seront soient en capacité de faire autrement. Vous avez disons, une vision sur ce qui se fait au niveau européen? Est-ce que vous avez des échanges avec d'autres structures équivalentes? Et qu'est-ce qui en ressort? Alors, nous avons... il faut savoir que la délégation à l'échelle européenne, voire internationale, c'est vraiment une singularité absolue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de service de l'État placé auprès d'un Premier ministre, d'une Première ministre ou de son équivalent, qui traite à la fois de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Voilà, donc nous avons des interlocuteurs, évidemment, à l'échelle européenne, mais
rien d'équivalent à notre manière d'intervenir. Et souvent d'ailleurs, pour ce qui concerne la lutte contre la haine en ligne, là vous avez vraiment des services spécialisés qui sont sur un champ presque un peu plus large que celui qui est le nôtre, donc racisme, antisémitisme, haine anti-LGBT. Ça c'est un premier élément, et qui donc ont une intervention plus technique, je dirais, moins attachée au droit. Premier élément. Deuxième élément, ce que je peux constater, en tout cas, c'est que le principe retenu, c'est celui que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire être en capacité de faire de la veille pour, en effet, après, agir par le droit et faire cesser un certain nombre de propos ou de manifestations haineuses. Des particularités dans certains pays, j'étais à Rome il y a peu de temps, où effectivement, une association de journalistes s'est elle-même saisie de cette question-là, a créé un outil d'observation, s'est dotée finalement d'une sorte de charte de bonne conduite et déploie un certain nombre de moyens, à la fois de sensibilisation des plus jeunes et de formation de leurs pairs, pour lutter contre la propagation de la haine en ligne. Dans d'autres pays, je pense à l'Allemagne, beaucoup de mobilisation de la jeunesse pour faire ce travail de veille. Voilà, ça, on s'en est un peu inspiré. J'espère que nous arriverons à avancer avec un partenaire associatif sur cette question-là, la capacité finalement à ce que des jeunes soient aux premières lignes pour signaler des manifestations de haine qui mériteraient de l'être. Et puis, tout le travail qui est plus compliqué là à conduire, qui est celui de la zone dite grise, où effectivement on a des langages codés. Exactement. Et ça, c'est quelque chose de plus complexe à adresser de chez nous, mais ce sont des sujets que Pharos, par exemple, connaît bien. Les sociétés civiles, est-ce que je comprends de ce que vous me dites, c'est que les sociétés civiles, je sais pas moi, en Allemagne ou en Italie, sont peut-être plus proactives peut-être sur ces problématiques-là qu'en France, où on serait peut-être moins... Alors nous avons beaucoup de structures associatives partenaires de la délégation qui interviennent sur ces questions-là. L'enjeu aujourd'hui, et pardon, l'expression est peut-être un peu... mais ça serait vraiment de massifier cette intervention, compte tenu de ce qu'on est en train de se dire à l'instant. C'est-à-dire qu'on s'adresse au monde entier, il n'y a plus de frontières en la matière. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'être en capacité de massifier les interventions que peuvent faire des structures comme e-enfance, Respect Zone, Génération Numérique, pour vraiment que toutes les utilisatrices et tous les utilisateurs potentiels soient éclairés sur ce qui se passe sur ces réseaux. Oui, parce qu'on a à la fois une massification des contenus, mais on a en plus des acteurs. C'est qu'on a des acteurs pas seulement sur le sol français, qui sont des vecteurs de ces discours de haine, mais on a évidemment des acteurs qui peuvent être des vecteurs parfois étatiques, mais pas forcément. On a simplement des militants politiques de la planète entière qui peuvent venir s'exprimer, vu qu'il n'y a pas de territorialité sur Internet, mais il suffit de parler en français et d'être consommable sur le sol. Ce qui doit complexifier quand même énormément aussi votre travail, parce que c'est vertigineux. C'est pas uniquement les citoyens français qui, eux, sont évidemment des justiciables comme les autres, mais on a des émetteurs planétaires avec des motivations différentes, qui peuvent être évidemment de la propagande la plus basique si c'est des agents russes ou de la propagande russe, à encore une fois des militants d'extrême droite américains qui peuvent aussi avoir des propos sous leur parapluie de premier abonnement, mais peuvent venir ici abonder, nourrir, exciter des profils, enfin des Français qui seraient dans ce registre-là. Bien sûr, c'est pour ça que ça me paraît important vraiment d'outiller dès le plus jeune âge les utilisatrices et utilisateurs de ces plateformes et réseaux, de manière à être à ce qu'ils soient elles aussi en capacité finalement de voir d'où vient le message et de ne pas être les relais de ce message déjà. Voilà, et d'avoir effectivement plusieurs réflexes. Le premier, ne pas relayer, même si on veut condamner, ne pas relayer. Enfin ça, ce sont
c'est de l'hygiène d'Internet à pas oublier. Voilà, parfois, pour condamner inutile de relayer, ça je pense que c'est vraiment un élément très important. Et puis, si on est intéressé, malgré tout, essayer de trouver d'autres sources qui parlent du même sujet pour tâcher quand même de percevoir la véracité ou non des propos qui intéressent. Et dans les formations, tout à l'heure vous parliez des formations que vous faisiez par rapport aux magistrats et aux policiers et aux gendarmes. Quel est le contenu de ces formations ? Comment vous abordez cette question à la fois du racisme et de l'antisémitisme, mais aussi de la haine en ligne ? Par le droit. Là, ouais. Pour le coup, policiers, gendarmes, magistrats encore plus, évidemment, sont des forces de sécurité intérieure, sont là pour faire appliquer le droit. On est dans un état de droit, donc l'entrée, elle se fait effectivement par le rappel du cadre législatif, même des textes européens ou internationaux qui viennent effectivement s'imposer à eux dans leur exercice professionnel. Donc le droit, et est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont importants à prendre en compte dans ces formations ? Est-ce que vous faites aussi venir des spécialistes du numérique pour raconter un peu la diffusion de la haine en ligne ? Et puis quel est l'aspect humain aussi de en tout cas, voilà. Le droit, évidemment, parce que c'est le cadre qui s'impose, mais il est important aussi, je parlais de dignité humaine tout à l'heure, de faire percevoir ce que c'est que l'atteinte à la dignité et ce que ça engendre chez des individus. Donc, nous intervenons en partenariat avec des associations qui nous accompagnent également dans ces formations pour dire ce qu'elles retrouvent ou ce qu'elles retirent de l'accompagnement des victimes. Dernière question, la question du complotisme, ça vous paraît aujourd'hui indissociable de ces thématiques de haine en ligne ? Complètement, et c'est ce qu'on se disait en début d'émission. C'est-à-dire que le complotisme avance toujours avec, évidemment, l'antisémitisme et derrière le racisme. Et puis après, on le voit, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, les questions de genre plus largement, et donc la haine anti-LGBT. Et c'est vraiment, le complotisme n'avance pas seul. Il embarque avec lui toutes ces thématiques-là, qui sont celles sur lesquelles la délégation est missionnée. Et donc, évidemment, ça fait partie de nos priorités, lutter contre le complotisme. Eh bien voilà, merci Sophie Élyséon d'être venue discuter avec nous pour cette dernière émission de la saison 1 des Déconspirateurs. On se retrouve l'année prochaine à la rentrée. Cette émission a été évidemment, comme chaque semaine, réalisée par Martin Béraud. Salut. Salut. Merci. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Au revoir.